Donc, bonjour tout le monde. Pierre Paulus, député fédéral de Charlesbourg, Haute-Saint-Charles. Je vais mettre une chose claire en partant. Je suis un député, non pas un expert en informatique. Parce qu'ici, j'ai des gens du milieu, vous êtes des experts ou des propriétaires d'entreprise, je ne le sais pas, mais je sais que vous connaissez ça pas mal plus que moi. Mais moi, je suis ici pour vous démontrer comment on vit la cybersécurité au fédéral et dans la peau aussi d'un élu. Quelqu'un comme moi qui est là pour représenter les citoyens, pour écouter, comprendre, voter des lois qui touchent à la cybersécurité pour le fédéral. Et parfois, ce n'est pas toujours évident de suivre et de bien comprendre. La raison pour laquelle on m'a demandé d'être ici, c'est parce que j'ai été impliqué. C'est moi qui contrôle, c'est vrai. Donc, depuis mon élection en 2015, on m'a affecté à différents postes. Actuellement, je suis le ministre du cabinet fantôme pour les services publics et l'approvisionnement. Donc, tous les contrats fédéraux qui rentrent au gouvernement, que ça touche, contrôle informatique, entre autres, qui sont énormes. C'est des choses qui sont supervisées par moi et mon équipe. J'ai avant ça servi la partie plus cybersécurité lorsque j'étais de 2017 à 2020, ministre du cabinet fantôme pour la sécurité publique et la protection civile. Ensuite, avant ça, à mon début, on m'a affecté au cabinet comme porte-parole en défense nationale. Parce que j'étais en affaires dans ma vie privée, avant la politique, j'étais propriétaire de la revue Prestige, mais j'ai également servi dans les forces canadiennes de 1987 à 2009. J'étais lieutenant-colonel à la fin, donc j'ai eu aussi dans les forces canadiennes avoir des enjeux. Je n'étais pas dans les dossiers de cybersécurité, j'ai un officier d'infanterie, mais quand même, tout l'aspect de la cyberguerre à l'époque où j'étais en service apparaissait et se développait. Également, on m'a réélu la semaine dernière comme vice-président de l'Association parlementaire de l'OTAN. À ce titre-là, justement, je pars jeudi pour Athènes pour une rencontre de l'OTAN avec d'autres parlementaires des pays membres. Dans mon expérience d'élu, j'ai également eu l'occasion d'être invité par le département d'État américain à me rendre à Washington. J'ai été une semaine là-bas à rencontrer toutes les agences, le Pentagone, le FBI, le Homeland Security. On avait la NSA également. Et par la suite, une autre semaine, à la suite de ça, à San Francisco, dans la Silicon Valley, pour rencontrer différentes entreprises en cybersécurité, dont une, HackerOne, que je pourrais vous reparler tantôt. Donc, c'est pour ça que, comme élu, on a des rôles, dépendamment, quand on est au gouvernement, des rôles de ministre de la Sécurité publique. Là, c'est sûr qu'on reçoit tous les briefings. Moi, je suis un membre de l'opposition, mais dans l'opposition, les titres que j'ai mentionnés tantôt, c'est une responsabilité que j'ai de questionner le gouvernement sur les différentes décisions qui sont prises, entre autres, avec les dossiers de cybersécurité. C'est un intérêt personnel, comme je vous dis, sans être un expert, pas du tout, à part que d'ouvrir mon ordinateur Windows, là, puis de jouer dans ce qui est basic, c'est ma connaissance. Je ne connais rien dans les lignes de code, puis ces choses-là. Mais comme je vous disais, il faut avoir quand même une ouverture à comprendre ce qui se passe dans l'environnement de la cybersécurité. Le but de ma présentation, c'est de vous montrer justement c'est quoi qu'on vit, comment on voit ça, comment on perçoit la cybersécurité au niveau fédéral. Donc, au niveau du contexte, pour mettre en contexte tout ça, on a la stratégie nationale de cybersécurité en 2018 qui a mis en place la définition. Donc, on a deux grands volets. Le volet de la protection de l'information numérique et la protection des infrastructures. Au niveau de la protection de l'information, c'est bien évidemment toutes les communications numériques, courriels, les différents envois qui sont faits, les données personnelles des Canadiens. Donc, on sait que tout le monde, nos données sont au gouvernement, à l'Agence du revenu, aux douanes, quand c'est question des passeports, par exemple, pour les immigrants à l'immigration. Les données des centres de recherche scientifiques, ça c'est un enjeu que je vais reparler également un peu plus tard. Le renseignement militaire et les entreprises, parce qu'il y a énormément d'entreprises canadiennes qui font affaire avec le gouvernement, qui ont des données sensibles qui sont transférées. Donc, ça, c'est un premier volet de la protection de l'information. Et le deuxième, la protection des infrastructures. Donc, quand on regarde tout ce qui est santé, alimentation, finance, la gestion des eaux, technologie de l'information, sécurité, le manufacturier, les gouvernements, le transport, si on prend des exemples en santé, ça peut être les compagnies pharmaceutiques, par exemple, les établissements de santé, les hôpitaux, les finances, on parle des banques. Il y a 3-4 ans maintenant, l'histoire qui était avec Desjardins, on sait que c'est un vol de données, mais il reste qu'à mon comité de sécurité publique, on a fait une étude justement sur la cybersécurité dans le monde bancaire. Parce que là, on a dit,
il y a un enjeu, puis après ça, on a fouillé plus loin pour voir comment les institutions bancaires au Canada étaient protégées. Manufacturier, ici j'ai une diapositive d'un événement qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, le 26 février. À Halifax, la compagnie Saab qui fait l'avion Gripen ont été attaqués. Il y a eu une cyberattaque sur l'entreprise. Donc, on peut comprendre que ces entreprises-là de défense ont des données hyper sensibles qui concernent tous les systèmes des avions. Donc, si l'ennemi ou ceux qui font la cyberattaque volent l'information, ça peut avoir un impact majeur. Les transports, juste à penser à des cyberattaques sur les systèmes de tramway, de train, Via Rail par exemple, qui se fait prendre complètement en cyberattaque, il n'y a plus de transport de marchandises, il n'y a plus pour CN ou le Via Rail pour les passagers. Donc, toutes ces infrastructures-là, le gouvernement fédéral doit avoir un œil là-dessus. Même quand c'est privé, il faut qu'il y ait une supervision parce que ça touche aux services essentiels. D'autres exemples d'enjeux de cybersécurité, Hydro-Québec. Hydro-Québec, en passant, quand je suis allé à Washington, j'ai rencontré le NORC. Le NORC, excusez, j'ai pris en note, là, je savais bien qu'il faudrait que je revienne sur ma feuille. Pas me tromper. Le North American Electric Realty Corporation. C'est l'organisation qui met les normes pour les réseaux électriques aux États-Unis. Mais également, je suis allé visiter à Washington. Ils ont un établissement, c'est un peu un centre de contrôle avec des grands écrans. Puis ils supervisent tout ce qui se passe au niveau électrique aux États-Unis, également au Canada. Ils ont un œil sur Hydro-Québec. Puis la directrice générale là-bas m'a dit, Hydro-Québec, c'est une des organisations les mieux équipées en protection de cybersécurité en Amérique du Nord. Fait que j'étais content de savoir ça qu'au Québec, on avait le top là-dedans. Mais il reste qu'au niveau fédéral, c'est pour ça qu'il y a un œil aussi sur des grandes organisations. Vous pouvez vous imaginer pourquoi, là, une cyberattaque majeure sur Hydro-Québec, puis on parle d'électricité. C'est tout ça qui fait peur d'un point de vue fédéral. Également, un autre exemple, les pipelines. On a vu l'été passé Colonial Pipeline en Californie qui s'est fait attaquer pendant des jours et des jours, plus moyen de sortir le pétrole. Donc, ça a des impacts économiques et de sécurité aussi, des transports, sécurité des biens, des ressources qu'on a besoin. Au niveau fédéral, actuellement, les ministères et les organismes purement fédéraux font l'objet de millions de tentatives de cyberintrusion à tous les jours. Non-stop, tous les jours, c'est des millions. Des systèmes robotisés, évidemment, puis également des humains, les personnes qui vont faire les tentatives de rentrer dans nos systèmes. Il y a 60 000 nouveaux programmes malveillants repérés à chaque jour. Puis il y a un courriel sur 200 dans les courriels au gouvernement fédéral qui ont un logiciel malveillant. Donc, c'est un impact qui est majeur d'un point de vue financier, bien entendu, d'un point de vue ressources humaines, d'avoir le maximum de personnes pour être capable, et surtout des personnes compétentes pour être capables de gérer tout ça. Les cyberattaques, comme dans la présentation, on parle d'un nouveau type de guerre. Qu'est-ce qu'on entend par guerre? Parce que là, à un moment donné, il y a différentes façons. Parce que quand on dit guerre, c'est sûr que le terme, pour avoir été militaire moi-même, on dit toujours une guerre, là, c'est comme on voit actuellement en Ukraine. Des gens perdent la vie, ça se tire dessus, les bombardements, c'est ça la perception d'une guerre. Puis c'est quand les humains se font tirer dessus. Là. Une cyberguerre, là on tombe dans une autre définition, mais c'est l'impact. L'impact que la cyberguerre peut avoir sur la population. Et c'est là qu'il y a un enjeu qui peut être critique à un moment donné. Et c'est pour ça que les gouvernements prennent des moyens considérables pour s'y attaquer. Donc, un des objectifs, le premier objectif des cyberattaques, c'est de déstabiliser des infrastructures. On pense dernièrement les Russes qui ont, on croit, 99% là, que c'est les Russes, là, qui ont attaqué l'aluminerie Alouette, une des plus grandes alumineries en Amérique du Nord, qui a été sous attaque, qui ont complètement stoppé les opérations. Fait que vous pouvez vous imaginer l'aluminerie, les équipements et l'impact financier également, mais l'impact de toute la ressource. Donc, quand on attaque une aluminerie, par exemple, puis qu'on est capable de faire arrêter les systèmes de production, les fours, ce qui chauffe à des milliers de degrés, on a comme, quand ça arrête, puis qu'il n'y a pas moyen de repartir les systèmes, tout peut geler. Puis là, ton équipement est brisé, il faut que tu changes. C'est ce qui s'est passé en Crimée en 2014, quand les Russes ont attaqué la Crimée. Ils ont fait des cyberattaques. Ils ont pris en contrôle les systèmes informatiques. Puis il y a des usines là-bas qui ont complètement arrêté. Fait que tout a gelé, puis il n'y a plus rien à faire après. Fait que ça, c'est tout l'impact économique et l'impact sur la vie des citoyens par la suite.
Mais au Canada, on a une cyberattaque qui vient de l'étranger. Donc, tout ce qui est infrastructure. Ensuite, la désinformation. Ça, il y a un rapport du SCRS qui parle des menaces étrangères qui vise les processus démocratiques au Canada. C'est hyper important. On se rappelle aux États-Unis, l'élection de Donald Trump, il y avait beaucoup de rapports qui disaient qu'il y avait une ingérence russe dans le processus démocratique. Il y a eu des rapports qui le confirmaient. Ici au Canada, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, dernière élection fédérale. J'ai 5 collègues qui ont perdu leur élection. Le SCRS, Service de renseignement du Canada, est en train de finaliser un rapport qui devrait le confirmer, que c'est l'ingérence du régime communiste chinois. Les Chinois n'étaient pas d'accord avec les positions de mon parti, du Parti conservateur, face à leur action. Ils ont délibérément fait de l'ingérence dans la communauté canadienne, canado-chinoise, dans les circonscriptions, où il y a énormément de Canadiens d'origine chinoise. Ils ont carrément dit « Ne votez pas pour les conservateurs, votez pour un autre parti, parce que les conservateurs ne sont pas fins avec la Chine. » J'ai 2 collègues d'origine chinoise, dont un qui avait fait un projet de loi justement pour bloquer, lui il est d'origine chinoise, puis il dit qu'il faut bloquer l'ingérence de la Chine au Canada. Il a fait un projet de loi et c'est ce qui est parti de l'attaque, si on veut, du gouvernement chinois. Ils n'ont pas aimé ça. Puis ils sont attaqués à mes collègues dans leur comté par les réseaux, les Facebook chinois. Puis ces gens-là, la population, dans le fond, sont fait carrément influencés à voter autrement. Fait que des députés qui étaient là depuis longtemps, qui étaient même 2 d'origine chinoise, que la communauté votait pour eux autres, ils ont perdu leur élection parce qu'ils ont fait une ingérence carrément dans notre système. Donc, ça, à un moment donné, c'est des choses qui sont... On parle de notre démocratie chez nous, l'ingérence étrangère dans nos élections. C'est des choses qu'on connaît, qui sont reconnues, qui ont été identifiées. Puis celle-là que je vous parle, le rapport va sortir bientôt. Également, l'autre objectif des cyberattaques au Canada, c'est d'aller chercher des renseignements critiques. Donc, tout ce qu'on peut avoir comme information qui va intéresser les gouvernements étrangers, c'est là-dessus qu'ils vont aller chercher dans un concept aussi d'influence. On va avoir des informations, par exemple, je ne sais pas moi, un ministre, puis la Chine ou la Russie ou un autre pays peut aller chercher des informations pour influencer à ne pas se représenter une élection en faisant du chantage. Il y a des opérations de chantage qui vont se faire. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui se passent. C'est critique. Quand on parle d'une démocratie comme le Canada, on ne peut pas se permettre de le laisser faire. Il faut trouver les moyens de se défendre et de se protéger. Justement, pour travailler à se défendre, on travaille en équipe, on n'est pas seul au Canada. Il y a 2 groupes principaux. On fait partie du Five Eyes, donc les 5 yeux, mais tout le monde dit le Five Eyes en anglais, et l'OTAN. Au niveau du Five Eyes, pour ceux qui connaissent moins, c'est une alliance des pays, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'objectif du Five Eyes, bien évidemment, c'est la collaboration, d'échange d'informations interagences, également au niveau des gouvernements, des ministres en place, donc ministre des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité publique, d'avoir des réunions ponctuelles et d'être capable de se parler, d'échanger des informations qui font en sorte qu'on se protège. Donc, ces 5 pays-là doivent avoir un niveau de confiance énorme. Parce que là, par exemple, je prends les États-Unis ont de l'information, et il faut qu'ils le disent aux Canadiens. Mais là, est-ce que le niveau de confiance est assez élevé pour transmettre une information critique qui peut, si l'information est dévoilée, leur causer un problème chez eux, vice-versa pour chacun des pays? Ça, c'est les agences de chacun des pays, dépendamment des départements. Fait qu'exemple, les Américains, la NSA qu'on connaît, le FBI, la CIA. Chez nous, on va avoir, ça c'est en anglais, là, au niveau le C6 et le SCRS, Service de renseignement, qui vont travailler avec toutes les agences de chacun des pays comme ça, dans les différents départements, s'échanger de l'information. Là, je reviens à la confiance. Actuellement, au Canada, on a un enjeu de confiance à cause de Huawei. Tout le monde a entendu parler de Huawei, tout le monde connaît la position peut-être même des conservateurs sur Huawei. Le 5G, pour nous, et lorsque j'ai fait mon voyage justement à Washington, à chaque rencontre que j'avais, je posais la question aux intervenants américains. C'était clair, parce qu'à un moment donné, il y avait une question, est-ce que c'est politique, Huawei? Est-ce que c'est juste un enjeu à l'époque de Donald Trump face aux Chinois?
ou est-ce que c'est vraiment un enjeu de sécurité? Puis les agences américaines que je rencontrais qui n'étaient pas du tout politisées, c'était clair. Il y avait un enjeu majeur avec le 5G. Au niveau du Five Eyes, les 5 pays, il y en a 4 qui ont décidé de bannir Huawei, sauf le Canada. Fait que ça, actuellement, ça cause un problème de communication entre les 5 pays du Five Eyes parce que ça fait partie de la confiance. Lorsque tu as un des joueurs, là, ça donne que c'est nous autres, là, mais quand tu as un des joueurs qui ne collabore pas dans l'échiquier de sécurité, là, il y a des doutes qui s'installent, puis il ne faut pas qu'il y ait de doutes. À partir du moment qu'il y a un doute, vous savez, hein, la relation peut arrêter. Donc, il y a même des regroupements de ces pays-là qui sont faits et qu'on n'est pas inclus. Actuellement, il y a des discussions qui se font qu'on n'est pas dans ce groupe-là. C'est important et c'est pour ça que moi, je ne suis pas ici aujourd'hui faire de la politique. Là. C'est sûr, je suis conservateur puis c'est le gouvernement libéral qui est en place, mais quand on parle de cybersécurité, on essaie de ne pas être partisan parce que ça touche tout le monde. Puis il y a des enjeux comme ça qu'il faut vraiment. On pose, vous allez voir tantôt, je vais vous montrer une vidéo, mais on pose des questions souvent. On veut que ça fonctionne dans l'intérêt de l'industrie, des Canadiens en général. L'autre organisation, évidemment, l'OTAN, qu'on entend beaucoup parler ce temps-ci avec ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie. L'OTAN a pris, moi je participe aux réunions de l'OTAN depuis 2015, et depuis 2016, au niveau de la cybersécurité, c'est devenu un enjeu qui a été identifié comme faisant partie d'une, considéré comme une opération militaire. Donc, une définition qui dit que les cyberattaques menées ou parrainées par des États constituent la menace la plus importante pour l'Alliance, car elles peuvent produire dans le cyberespace ou dans le domaine physique des effets militaires d'un niveau suffisant pour conduire à l'invocation par l'Alliance de l'article 5. L'article 5, comme je reviens encore à l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, mais s'il y avait un des pays à côté qui était attaqué directement par la Russie, par exemple, bien, les autres pays, automatiquement, c'est l'article 5. Les autres pays embarquent pour défendre ce pays-là. Comme en 2001, le 11 septembre 2001, l'article 5 a été invoqué quand les tours ont été attaqués à New York. Donc, d'un point de vue cybersécurité, c'est la même chose avec l'OTAN. Il y a une doctrine pour le cyberespace. Les Alliés ont calculé que s'il y avait une cyberattaque majeure sur un des pays membres, ça pouvait être suffisant pour que tous les pays se mettent ensemble pour défendre et aider le pays qui va être attaqué. Comme je parlais tantôt, il y a différentes ingérences dans nos systèmes, mais ce n'est pas considéré comme étant suffisant pour l'instant pour invoquer un article 5 de l'OTAN. Mais s'il y avait une attaque cybernétique majeure au Canada, par exemple, je ne sais pas moi, la ville de Toronto, tout arrête, tout est bloqué, puis que c'est confirmé, par exemple, que ça vient de la Russie, y a-t-il un élément là-dedans que là, tu dis l'OTAN va activer l'article 5 pour dire on est sous attaque? Carrément, que cette attaque-là est assez forte, que ça met en péril la santé des citoyens, il y a un danger pour la sécurité publique, etc., qui fait en sorte que tous les pays membres se mettent ensemble pour se défendre. Au sommet de Varsovie, justement, en 2016, on a reconnu que le cyberespace, c'est le domaine d'opération au même titre que les opérations aériennes de la marine ou de l'armée. Donc, quand on est à l'OTAN, et à chaque réunion que j'ai, il y a toujours une question par rapport à la cybersécurité. Comment ça s'articule? Comment ça se fait? Bien là, c'est chaque pays, bien entendu, qui ont leurs propres ressources au niveau des organisations plus civiles ou dans le militaire, qui vont travailler ensemble, à collaborer, à se défendre, puis vous savez plus que moi comment ça fonctionne de tout le côté cybernétique. Mais il reste que c'est complexe à travailler en équipe, mais c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Malgré ce qu'on voit en Ukraine, c'est ce qui peut faire le plus mal à une société comme le Canada, par exemple, qui est loin de tout conflit possible de point de vue militaire conventionnel, mais au niveau des cyberattaques, on est c'est aussi facile de nous attaquer ici que d'attaquer un pays européen. Donc, il n'y a pas de frontières en cyberattaque. Donc, les menaces reconnues, là, ce que je vous parle, c'est des menaces qui sont reconnues d'un point de vue officiel par le gouvernement du Canada. Les 4 pays, la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran, qui sont les 4 pays les plus agressants, si on veut, en forme de cybersécurité. Au niveau de la Chine, le CST a déterminé qu'on ne peut pas surévaluer. Ça veut dire que le Centre de sécurité des télécommunications là, a dit que tu ne peux pas surévaluer ce qu'ils font tellement c'est intense, ce que la Chine peut faire au niveau de la ténacité, de la portée de ce qu'ils font pour le vol de propriété intellectuelle surtout. Ça, c'est majeur au niveau de la Chine.
l'information, les politiques, puis, comme j'ai dit tantôt aussi, les opérations d'influence. Ils sont très agressifs et plus audacieux qu'auparavant. Ça, c'est un rapport là, du comité des parlementaires qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. La Chine, depuis la nouvelle présidence, là, depuis 2015, là, sont vraiment beaucoup plus agressifs, sont moins... la Chine est réputée pour être un pays qui disait « on prend notre temps ». Ça peut prendre 100 ans, ça prendra 200 ans. On transfère d'une génération à l'autre nos opérations, nos affaires, comme vous voyez qui se déploient dans le monde pour prendre des ressources, etc. Mais au niveau des cyberattaques, ils ont développé une agressivité, puis c'est répertorié, c'est reconnu. C'est un le régime, comme je disais, le régime chinois est un des ennemis les plus sournois pour le Canada, parce que leur opération vise à nous voler de l'information beaucoup et à influencer nos élections, entre autres. Fait que tu le vois pas, tu le sens pas de la même façon qu'une opération de cyberattaque, comme les Russes, la prochaine slide, je vais vous parler, les Russes sont différents là-dessus. J'ai une petite vidéo. Je vais vous montrer un exemple avec une vidéo d'une question comme député d'opposition que je pose à la Chambre des communes. Ça concerne Huawei. Chabot-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, ça fait 3 ans que de ce côté-ci de la Chambre, on dit à ce gouvernement-là que Huawei est une menace à la sécurité nationale du Canada. En 2019, Ralph Goodale, à ce moment-là, ministre de la Sécurité publique, avait dit qu'il était prêt à donner une réponse. On est rendu 2 ans plus tard. Tous les membres du Five Eyes ont banni Huawei, excepté le Canada. Même l'industrie canadienne a rompu ses liens avec eux. Est-ce que le premier ministre va enfin se décider ou est-ce qu'il va attendre que la décision vienne d'un prochain gouvernement conservateur? Honorable ministre du Commerce international. Monsieur le Président, notre gouvernement va toujours veiller à ce que les réseaux canadiens soient sûrs et sécuritaires. Les Canadiens doivent savoir que nous n'allons pas faire de compromis en matière de sécurité nationale. Nous n'allons pas faire de commentaires sur des compagnies précises, mais sachez que l'examen des technologies 5G et des questions connexes est en cours. Nous allons toujours agir dans le meilleur intérêt de tous les Canadiens. Honorable député de Chabot-Saint-Charles. Monsieur le Président, je ne sais pas si la ministre a l'information, mais l'enquête, les vérifications de sécurité nationale par toutes les agences canadiennes sont déjà réalisées. Les rapports sont déposés. On connaît tous la réponse. Tout le monde sait que Huawei est une menace pour le 5G à la sécurité nationale du Canada. Est-ce que la ministre peut être honnête et nous donner une date à savoir à quel moment le Canada va enfin dire non à Huawei? Bravo! L'honorable ministre. Monsieur le Président, notre gouvernement continuera de garantir la sécurité des réseaux canadiens et les Canadiens peuvent être certains que nous ne ferons aucun compromis sur les enjeux de sécurité nationale. Nous avons clairement indiqué qu'on adoptera une approche qui tient compte des considérations nationales et internationales importantes et qu'il prendra la meilleure décision possible pour les Canadiens. Donc c'est ça. Voyez-vous, tout le monde connaît la réponse, mais personne ne veut le dire. Moi, mon rôle, c'est de pousser, à un moment donné, que médiatiquement aussi, les médias s'y intéressent, puis qu'on pose des questions. Le gouvernement ne veut pas rendre de décision. Fait que ça, c'est de la politique, parce que les rapports, comme je disais dans la question, sont connus. Tout le monde le sait. Le SCRS l'a même dit à un moment donné, quand c'est le temps de faire quelque chose, mais il y a des considérations politiques. On sait qu'il y avait le cas de Meng Wanzhou, les 2 Michael qui est emprisonné. Ça peut être un élément. Mais il y a d'autres choses. Là, je ne peux pas vous répondre pourquoi. Je ne suis pas au gouvernement, mais c'est ça. Il reste que de notre côté, vous autres les experts, vous le savez peut-être plus que moi si on a raison ou pas par rapport à Huawei et le 5G, mais de ce qu'on a, ça a l'air c'est vraiment dangereux. Et surtout, comme je viens de mentionner, les rapports aussi qui mentionnent les opérations que la Chine fait sont vraiment actifs, très actifs. Au niveau de le rapport, on continue avec la Chine, l'entreprise Noctech. Il y a 2 ans, on a en 2020, à l'été 2020, à un moment donné, le Globe and Mail nous apprend que le Canada venait de faire affaire avec la compagnie Noctech, une compagnie chinoise, détenue en partie par le régime communiste chinois, pour de l'achat d'équipements pour mettre dans toutes les ambassades du Canada à travers le monde. Donc, des appareils de détection quand on passe là, pour le métal. Fait que là, nous autres, moi, je suis au comité des opérations gouvernementales. On a dit, wow, qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, j'ai fait une motion. On a réussi à faire une étude. Le gouvernement a arrêté son achat.
On a fait une étude, ça c'est la photo de la copie du rapport, qui a déterminé qu'il y avait, les Américains nous avaient averti qu'il y avait un enjeu de sécurité. 2, le rapport nous montre qu'il y a des risques pour le gouvernement du Canada de faire des approvisionnements, d'acheter du matériel technologique dans des régimes comme avec la Chine. C'est clair qu'il y a des enjeux de sécurité. Puis Noctec, qui était même appelé par les Américains la Huawei des aéroports, il avait reçu une offre à commande. Ça veut dire qu'il avait reçu une offre du gouvernement là, pour acheter. On s'en allait, si on n'avait pas levé un flag, le Globe and Mail qui l'a levé, puis nous autres qu'on a poussé après, nos équipements dans nos ambassades seraient des équipements Noctec. Au début, il y en a qui ont dit « Ouais, mais c'est pas grave, là, c'est un détecteur de métal. » Ouais, mais le problème, c'est que les opérateurs qui font l'entretien, les employés qui travaillent pour Noctec, souvent les Chinois, ils peuvent implanter des puces, des sortes de bebelles informatiques là, qui peuvent transférer du data de sécurité dans chacune des ambassades. Ça a été démontré par des experts. Donc, encore une fois, au niveau du gouvernement fédéral, il faut être prudent. C'est là qu'on a soulevé l'enjeu avec Noctec de dire tous les achats faits par le fédéral à l'étranger, surtout quand ça vient de la Chine, on ne peut pas se permettre là, de jouer avec la sécurité parce qu'à un moment, comme là, aux aéroports, les équipements des douaniers, quand on passe, ça vient de Noctec. Ça avait été acheté juste avant, puis il était trop tard, c'était livré. Là, on a levé le flag aussi, là, surveiller ça pour que ça soit protégé. Mais quand je parle du fédéral, je vous dirais aussi, il y a le politique, mais en dehors du politique, il y a les gens qui travaillent, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les équipes qui font les vérifications. Eux aussi doivent vraiment être sensibilisés parce qu'il y en a parfois qu'on rencontre en comité, on pose des questions, puis on voit qu'ils ont comme un niveau de genre, ouais, c'est pas grave, tu sais, hein, des réponses comme ça. Là. Fait que ça fait partie du processus qu'on a d'inculquer le sérieux de la cybersécurité. Autre pays, bien, la Russie. On sait que les Russes sont très bien organisés, ils font beaucoup de cyberattaques un peu partout dans le monde. Les menaces, bon, ben, c'est sûr, le vol de données en santé, hameçonnage, l'ingérence, puis le cyberespionnage. Pour, comme la diapositive, l'image que j'ai mise, c'est des opérations d'influence. Là, ils ont fait, par exemple, avec Israël, ils ont dit aux Israéliens qu'en Ukraine, là, c'est les Ukrainiens qui avaient tort. En tout cas, ils font des opérations d'influence. Il reste que la Russie, par rapport à la Chine, eux autres sont plus en mode opérationnel d'attaquer. Comme tantôt, on voyait la luminerie Alouette ou chez Saab avec les Gripen. Eux autres sont dans l'autre mode, puis ils ne gênent pas. Ils rentrent dedans, puis bang, 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 colonial aux États-Unis. Fait que les Russes sont différents, puis de toute façon, on le voit en Ukraine comment ils sont, là, fait qu'ils n'ont vraiment pas de considération trop. Fait qu'au niveau informatique, c'est la même façon de voir les choses. Les deux autres pays, la Corée du Nord et l'Iran, au niveau du fédéral, le SCRS dit que c'est des menaces qui sont modérées. Donc, la Corée du Nord sont plus sur le vol de crypto-monnaies. Ils vont comme chercher je ne sais pas comment ils font, je ne connais rien là-dedans, là, mais ils vont chercher de la crypto-monnaie qu'ils vont voler pour financer d'autres opérations. Puis l'Iran, eux autres, ben, ils font différentes activités plus au niveau avec Israël, puis des pays plus... le Canada, on a un peu au niveau iranien, mais beaucoup moins. C'est vraiment Chine, Russie, ça c'est clair et c'est confirmé dans tous les rapports. Les menaces intérieures, les menaces contre le Canada, il y a des menaces intérieures et ce qu'on a observé pendant la pandémie. Donc au niveau des menaces intérieures, encore une fois, là on a des agents. Fait que les opérations peuvent se faire de l'extérieur, bien entendu, mais sur le territoire du Canada, il y a des agents chinois, russes, qui sont là pour s'infiltrer. Il y a des campus universitaires qui sont des cibles, beaucoup. Les campus vont avoir de l'infiltration puis après ça, ils vont partir des opérations même de cyberattaque à partir du territoire canadien. Donc, on a des Chinois, des Russes de chez nous, sur le terrain, qui vont trafiquer leurs affaires en ayant ramassé de l'information, des contacts qu'ils peuvent avoir. Des fois, il y a des gens qui vont communiquer, comme je disais, via les réseaux universitaires, mais aussi au niveau de l'entreprise privée. On peut penser que la personne qui est là, c'est mon chumé, ça fait 15 ans qu'il est au Canada, mais finalement, il est sous contrôle du régime, puis il va prendre l'information, puis après ça, il va s'en servir. Et l'autre qui est aussi préoccupante, les Canadiens. Donc, il peut y avoir n'importe qui, votre voisin, il peut être approché à un moment donné par les régimes, se faire offrir de l'argent pour faire des opérations. Donc, les personnes qui ont des capacités d'être des hackers, ben, ils vont être repérés, ils vont se faire approcher de différentes façons.
vont se faire offrir de l'argent ou peuvent se faire offrir aussi de différentes choses. Faire venir des gens qui veulent... Il y a toutes sortes de façons de faire pour les opérateurs russes et chinois pour influencer les Canadiens. Et il y a beaucoup de cas actuellement qui sont répertoriés, des gens qui ont été influencés et qui travaillent pour ces régimes-là. Donc, je compare ça un peu comme dans le temps, quand on est dans les années 60, 70, il y avait des espions. Puis là, à un moment donné, tu avais des espions qui venaient sur le terrain puis qui influençaient du monde, qui faisaient des agendas. En tout cas, c'est la même affaire, mais d'une façon différente. C'est plus au niveau de cybertechnologie. Pendant la pandémie, bien entendu, que la pandémie, là, on a tombé beaucoup en cybermenace. Les rapports nous déterminent que les organismes en santé, dont le Centre national de recherche scientifique, on a différents centres de recherche au Canada. Il y en a un, entre autres, qui a été attaqué assez fortement. Toutes les données médicales, dans le fond, puis la pandémie a amené aussi à une recherche d'information. Donc, toutes les recherches, soit sur la COVID, mais il y a aussi d'autres maladies. Ça a comme généré un afflux important de recherche, d'aller chercher l'information dans les systèmes des centres de recherche fédéraux, dans le privé également, mais dans les opérations gouvernementales qui sont aujourd'hui, là, on a des cas là-dessus. Également, les moyens sophistiqués pour la propriété intellectuelle, comme je disais, les universités. Là, il y a eu à l'Université de Waterloo récemment des opérations dans les serveurs, là, puis d'aller chercher, ça les Chinois, c'est ce qu'ils veulent, là, la propriété intellectuelle, voler au maximum tous les éléments de propriété intellectuelle et les recherches qui sont faites par nos chercheurs. OK, les outils. Je suis correct dans mon temps, ça va? Donc, qu'est-ce qu'on a au fédéral pour... Là, je fais un survol sans mer. Il y a énormément de sous-départements, plein de petits départements, mais je fais le tour en gros de ce qu'on a comme outil. Premièrement, on a le cadre législatif, la loi. On a un comité des parlementaires sur la sécurité nationale, le Service canadien de renseignement de sécurité, communément appelé SCRS, le Centre de sécurité des communications, CST, et le Centre canadien de cybersécurité. Le cadre législatif, la loi, c'est la loi 89 qui a été mise la loi de la sécurité nationale existe depuis longtemps, mais elle a été complètement révisée en 2017-2018. J'étais sur le comité de la sécurité publique pour faire l'étude de cette loi-là. C'était vraiment pour restructurer les ministères, parce qu'à un moment donné, c'est tellement gros, le gouvernement, que les gens ne se parlent pas. Hein. Fait que là, ils ont essayé de remettre en place un cadre légal pour aider aux agences à se parler. Donc, c'est majeur comme restructuration. Ça structure les mandats, puis ça délimite les pouvoirs. Ça, je vais en reparler, là. Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire au niveau légal? Cette loi-là a créé deux nouvelles institutions fédérales qui s'occupent de superviser justement les opérations. Il y a l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et la création d'un poste de commissaire au renseignement. L'Office, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle examine toutes les activités qui sont faites par le fédéral qui touchent la sécurité nationale, le renseignement, pour voir si c'est légal, surtout le SCRS, le CST, puis les ministères fédéraux. Donc, cette organisation-là va superviser qu'il n'y a pas eu d'abus. Parce qu'à un moment donné, vous savez comment c'est, tu es devant ton ordinateur, puis tu dis, attends, on va faire ça, puis personne ne va s'en apercevoir. Là. Mais tu sais, quand tu es au gouvernement, tu es au fédéral, tu as une loi, il faut que tu respectes la loi, même si tu as le goût, des fois, d'en faire plus, tu peux pas. Il faut que tu restes dans ton cadre. Là. Et c'est pour ça qu'il y a également le poste de commissaire qui a été créé. Le commissaire, lui, idéalement, va donner un avis juridique quasi-judiciaire. Là. Il va, s'il y a une opération à préparer, les agences vont demander au commissaire de superviser c'est quoi vous voulez faire. On veut faire telle opération, de telle façon. Bon, lui, il va regarder si ça correspond avec la loi. Il va dire, OK, c'est beau, vous pouvez le faire, ça respecte la loi. Si l'opération doit être faite rapidement, parce que ça presse, puis c'est une question là, vraiment là, de jour ou d'heure, les ministères ou les opérateurs vont faire ce qu'ils ont à faire. Puis après ça, le commissaire, lui, il va vérifier ce qui a été fait. Puis il va confirmer, est-ce que le ministre, par exemple, de la Sécurité publique, qui a donné l'ordre de faire un type d'opération, a dépassé ce que la loi lui permettait, oui ou non? Bon, c'est ce genre de vérification-là qu'il va faire. Souvent, on va dire que ça alourdit, parce qu'en gros, c'est tout le temps,
La cybersécurité, c'est vite, c'est du monde qui sont vite, ça bouge, ça bouge. Puis au fédéral, la machine est grosse, elle est pesante. On veut simplifier les opérations, mais en même temps, c'est sûr qu'il faut rester dans le cadre légal. On ne peut pas, comme gouvernement, faire des opérations qui seraient illégales, là, c'est l'anarchie. Autre organisation qui a été mise en branle en 2017, c'est le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale, NCCOP en anglais. C'est un comité qui est formé des parlementaires, des députés, des sénateurs de tous les partis. Donc, le libéraux, conservateurs, NPD, le Bloc québécois fait partie, ainsi que des sénateurs. Dans le fond, ce comité-là, à partir du moment qu'ils sont nommés, qui sont acceptés par le premier ministre, parce que le premier ministre doit donner son autorisation pour chacun des membres, ils ont une vérification, sont top secret, puis ils doivent garder le secret jusqu'à la fin de leur jour. Donc, j'ai des collègues, moi je ne suis pas dans ce comité-là, j'ai des collègues qui le sont. Eux autres, dans le fond, leur job, c'est de voir, faire un rapport une fois par année de toutes les opérations. Fait qu'ils vont évaluer toutes les opérations qu'il y a eu dans chaque département de sécurité. Puis ils vont faire un rapport. Il y a un rapport plus détaillé qui est remis au premier ministre, puis un rapport plus sommaire qui va être public. Donc, ce rapport-là est publié une fois par année. Ça permet parce qu'au niveau parlementaire, à un moment donné, quand tu as le gouvernement qui sont là plusieurs années, bien, ils font ce qu'ils veulent. Puis là, quand tu as des parlementaires de d'autres partis qui peuvent superviser, à un moment donné, ça donne une chance de dire, attends un peu, là, vous allez dans une mauvaise direction, il faudrait ramener ça pour éviter, dans le fond, qu'il y ait du dérapage. Mais cette information-là, bien entendu, n'est pas publique. Ce qui est dit là, les députés, par exemple, si moi j'étais nommé dans ce comité-là, que j'apprends des choses complètement qui sortent de l'entendement, je ne pourrais pas faire comme j'ai fait tantôt, aller poser une question. Je garde ça pour moi jusqu'à la fin de mes jours. C'est un peu le côté qui est décevant pour un député de l'opposition, mais au moins on peut savoir ce qui se passe puis faire part de nos recommandations. Donc, c'est ça examine dans le fond tout ce qui est les cadres législatifs et les activités. Les rapports, c'est ça, ce comité-là fait un rapport qui est public, qui est disponible sur le site du gouvernement, le rapport qui fait état, et surtout, peut-être qui pourrait vous intéresser, ils en ont fait un plus spécifiquement pour la cyberdéfense qui vient d'être publié en février. Donc, ce rapport-là, c'est un rapport spécial. Vous voyez l'importance de la cybersécurité. Le comité a décidé de faire une étude et un rapport spécifique par rapport à ce qui se passe en enjeu de cyberdéfense. On parlait de guerre tantôt. Pour le Canada, quand on parle de défense, ça, c'est un côté qui me préoccupe, moi, en tant qu'ancien militaire aussi, de voir comment on est organisé au Canada par rapport à cet enjeu-là. Autre organisme, le Service canadien de renseignement de sécurité, la SCRS, nos agents secrets canadiens. Eux autres, c'est eux autres qui vont faire justement le lien de savoir qu'est-ce qui se passe avec les Chinois, avec les Russes, les autres pays. Ils vont recommander des opérations. C'est le renseignement, dans le fond, canadien. Le CST, qui est le prochain organisme que je vais vous parler, mais eux autres, dans le fond, c'est le directeur du SCRS qui va faire les recommandations au premier ministre pour dire il faut réagir sur tel enjeu ou tel enjeu, puis ça presse. Compte tenu plus du côté des pays. Et également, le SRS fait partie des Five Eyes, donc travaille en collaboration étroite avec la CIA, la FBI, etc. CST, ça c'est l'organisme numéro 1 pour la cybersécurité. C'est le bureau principal, le Centre de sécurité des télécommunications à Ottawa. C'est là que ça se passe. C'est les opérateurs vraiment en cybersécurité, le bureau des experts, vraiment, qui sont capables de voir ce qui se passe, de monitorer les systèmes, c'est au CST. C'est une organisation qui fait du développement, déploiement d'activités de cyberdéfense. Il voit tout l'ensemble du réseau. Il collabore avec le Five Eyes, puis ça relève du ministre de la Défense nationale. Le but du CST, c'est de protéger et de défendre les cybersystèmes canadiens, le plus important, acquérir du renseignement. Donc, ce qu'on a de nouveau, les cyberdéfenses, les cyberopérations défensives, ça a toujours existé depuis qu'on est là-dedans. Mais ce qui est nouveau depuis la loi C-59, c'est les opérations offensives. Donc, le Canada, on s'est donné le pouvoir de faire des cyberattaques pour se protéger. Mais ça, il y a un cadre réglementaire, bien entendu. Donc, s'il y a une menace qui s'organise à quelque part, qu'on dit qu'il faudrait réagir tout de suite, pas attendre. Là, le ministre de la Défense va demander la permission au ministre des Affaires étrangères de faire une opération, par exemple, en Russie.
Fait que là, avec le processus, c'est autorisé. Fait que là, les opérateurs pourraient, en amont, aller faire une opération pour empêcher une cyberattaque qui s'organiserait chez nous. Donc ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas avant 3-4 ans. Et l'autre volet, l'assistance technique et opérationnelle. Ça, pour tous les ministères, le CST, c'est la branche pour aider tout le monde. Donc, là, je viens d'expliquer, dans le fond, opération défensive pour les infrastructures. Aider aussi les infrastructures d'information importantes pour le gouvernement. Ça, tu as les infrastructures gouvernementales dans son ensemble, mais tu as d'autres établissements qui sont critiques, comme je parlais tantôt, un peu comme Hydro-Québec, par exemple. Donc, il va y avoir des relations qui vont se faire avec des organismes en dehors du gouvernement fédéral. Et offensive, ben, j'en ai parlé. Donc, comment préparer le Canada? Il y a des volets, premièrement, les organisations internationales, comme l'OTAN, le Five Eyes, les agences de sécurité interne, CST, les services de renseignement du Canada. Mais la loi, c'est la base de toute opération, parce qu'on va avoir les meilleurs opérateurs, les kingpins de l'informatique. Si notre loi ne nous permet pas de faire des actions défensives ou offensives de façon adéquate, on a les mains liées. De deux, et c'est ce que je mentionne souvent quand je suis à Ottawa, dans les différents comités, c'est d'avoir l'agilité de se revirer de bord. Parce que c'est tellement lourd, l'appareil fédéral, que juste créer la loi, par exemple, ça a pris 1 an et demi de débat, puis de toutes sortes d'affaires pour changer ça. Mais à un moment donné, j'ai dit, il faut être plus vite que ça. Parce que le monde de la cybersécurité est tellement vite, tout est tellement... ça change à tous les jours. Il y a tout le temps de quoi qui se passe. Fait que si, du point de vue fédéral, l'organisation n'est pas capable de se revirer, d'être rapide au niveau de la loi et des opérateurs, bien, c'est là qu'on est en danger. Et c'est là qu'il faut être vraiment hyper opérationnel. Quand je suis allé aux États-Unis, je parlais d'Hacker One au début. Je reviens à Hacker One. Je suis allé voir cette compagnie-là à San Francisco. C'est des anciens hackers, qui ont formé une compagnie. Ils ont décidé, bon, finalement, on va jouer avec les gentils au lieu d'être du côté des méchants. Ils ont dit, on se part une business. Le gouvernement américain donne des contrats énormes à cette compagnie-là pour se faire tester leur système. Fait que le Pentagone, le Homeland Security, tout le monde, cette compagnie-là, les employés sont dans leur bureau là-bas, là, puis tout ce qu'ils font, c'est d'essayer d'hacker les systèmes, puis de dire, attends, tu as une brèche là, tu as une brèche là, tu as une brèche là. Fait que les Américains, eux autres, veulent vraiment, ils font affaire avec les meilleurs, donnent des contrats aux entreprises. Ah ouais, attaquez-nous, on veut savoir qu'est-ce qui ne marche pas, puis on veut se préparer, puis toujours être prêt. Fait que le Canada, il faut être comme ça aussi. Il faut, je sais qu'il y a des entreprises qui font affaire avec le gouvernement du Canada, mais il faut vraiment être en mode très, très hyperactif là-dedans, là, parce que sinon, on va l'échapper. Et la connotation défense nationale, quand j'étais chez Hacker One, ce qui m'avait fasciné, c'est de voir une photo d'un jeune avec sa calotte là, devant son ordinateur, puis 2 militaires en uniforme d'armée en arrière qui regardaient ça. Fait que là, les militaires, eux autres, c'est lui, là, le soldat. Là. Le gars avec la calotte, là, c'est mon soldat, parce que moi, là, comme militaire, je suis complètement démuni dans ces opérations-là. Fait que les Américains travaillent de proche, puis même, ils ont des civils qui travaillent pour eux autres, vraiment, parce que le gars devant son ordi, il dit, moi, je rentre pas dans l'armée, là. Non, mais on va t'engager, bon, tu vas travailler avec nous autres, là. C'est cette relation-là qu'il faut développer au maximum également. Se servir des meilleurs, des kings là-dedans, pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, où c'est qu'on va, puis c'est comme je disais, c'est tellement rapide que les informaticiens qui sont au gouvernement, il fait 20 ans devant l'ordinateur, il y en a plusieurs qui ont déjà perdu le fil de la réalité. Fait qu'il faut l'amalgame du privé puis du gouvernement, je pense qu'il est hyper important. Donc, la loi puis les ressources, d'être vraiment être opérationnel, c'est ce qu'il faut faire pour préparer le Canada. Et la relation de confiance, comme j'ai dit tantôt, d'un point de vue politique, bien là, les partenaires du Five Eyes, c'est prioritaire, c'est vraiment notre relation de confiance. Les États-Unis, comme vous le savez, qu'on dira ce qu'on voudra, des fois d'un point de vue surtout quand Donald Trump était là, mais même aujourd'hui avec Biden, peu importe, les États-Unis puis le Canada, il faut que ça marche main dans la main. C'est les ressources des Américains, on en a besoin, un et l'autre. Donc, c'est impératif d'être en constante, hyper bonne relation avec nos conclusions, avec nos amis. Et en conclusion, bien, leadership, c'est ce que ça prend. Moi, je suis un politicien, mais je déteste la politique
de mémérage, la politique de blablabla, ça me tente. Ça, c'est peut-être mon côté militaire, que quand tu as une opération à faire, il faut que tu la fasses, il faut que tu la réussisses. Bien, d'un point de vue politique, j'espère y arriver aussi dans les différentes actions que je prends ou que je peux influencer. C'est l'influence que je peux amener dans un comité comme sur l'histoire de NACTEC, par exemple, de faire changer les choses, c'est ce qu'il faut, mais que tous les politiciens doivent être conscients des enjeux de cybersécurité d'aujourd'hui, de comprendre au mieux possible, sans être des spécialistes, mais de comprendre c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur nos vies, sur la vie des Canadiens, et de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, merci beaucoup.